Bonjour à tous, merci d'être venus jusqu'ici. Effectivement, on va aborder la blockchain au-delà des crypto-monnaies. Alors moi, je me suis permis une petite introduction. Moi, je suis journaliste indépendante, je suis plutôt littéraire à la base, donc je me suis permis une introduction littéraire. Imaginez-vous les hiéroglyphes des temples et des pyramides. Imaginez l'Iliade et l'Odyssée exprimés dans un langage qui vous raconte non seulement ces récits légendaires, mais aussi leur propre histoire et la manière par laquelle ils ont été écrits. C'est ce que propose aujourd'hui un langage structurant les données de manière presque illimitée, mais surtout en étant interconnecté et transparente. C'est la blockchain, celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est celle dont nous allons parler et qui permet le partage de l'information de manière décentralisée et surtout authentifiée. Alors comme souvent dans l'histoire d'un langage, c'est le commerce qui permet de diffuser la langue. Donc la blockchain est devenue célèbre grâce au Bitcoin, donc cette monnaie sans état capable de créer des millionnaires, mais elle a fait la preuve de son efficacité et elle a d'autres usages que justement ces crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec nos invités. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ici Fabien Hofrechter qui est Head d'Avast Blockchain, Richard Baron, maître de conférences en informatique à l'université Jean Monnet Saint-Étienne, Édouard Faure à la greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, chargé du développement de la blockchain en matière de notification intergreffe pour le compte du GIE Intergreffe. Alors, on va revenir sur ce que c'est, vous inquiétez pas. Et nous avons également Amélie Favreau avec nous, maître de conférences en droit privé à l'Université de Grenoble. Donc, vous voyez, on a un panel d'opérationnels et d'universitaires, et le but, c'est vraiment de vous donner les deux visions sur la blockchain. Alors, mesdames, messieurs, je vous ai soumis en introduction une définition assez personnelle, littéraire, et je voudrais vous donner la parole justement sur votre propre définition. Donc là, on a choisi de parler de la blockchain au-delà des crypto-monnaies, et on va essayer de mettre en lumière cette nouvelle technologie, souvent éclipsée justement par le fameux Bitcoin. Donc chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez en une ou deux phrases nous donner votre définition de la blockchain ? Alors, pour moi, en tant qu'informaticien, c'est une base de données qui est distribuée, qui n'a pas d'organe central, elle est distribuée entre un grand nombre de machines. Il y a une propriété essentielle qui est que l'information qui est enregistrée n'est pas susceptible d'être modifiée. On parle d'immuabilité, il n'est plus possible de la modifier. Alors je vais enchaîner. Bonjour à tous et merci de cette introduction. Ce sera une définition qui ne sera pas personnelle, puisque en tant que juriste, je vais donner une définition qui ne m'appartient pas, mais plutôt celle qu'a choisi de retenir le législateur. Alors le législateur, dans différents textes assez récents, ne parle pas de blockchain, mais parle de dispositif d'enregistrement électronique partagé, ou DIP, de manière réduite. Donc le DIP, on en a fait mention dans deux ordonnances, une première du 26 avril 2016, une seconde du 8 décembre 2017, sans avoir de définition. La définition est arrivée comme un cadeau de Noël par un décret du 24 décembre 2018 et la blockchain a été définie selon des aspects très fonctionnels, eu égard à des titres financiers, à des mini-bons dans le domaine de la finance, comme un dispositif conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre directement ou indirectement d'identifier des propriétaires de titres, la nature et le nombre de titres détenus. Donc une définition fonctionnelle et financière. Bonsoir à tous. Édouard Faure, greffier au tribunal de commerce de Saint-Étienne. Pour moi, la blockchain, c'est avant tout un outil
qui nous permet, dans l'exercice de notre activité, de gérer un registre, de gérer le registre du commerce. Et donc c'est un outil technique de gestion de registre du commerce décentralisé, et comme nous sommes officiers publics et ministériels, qui nous permet d'authentifier le contenu de ce registre. Bonjour, moi je suis Fabien Frechter, je dirige les activités blockchain du groupe Havas. Je ne vais pas vous rentrer encore une fois, puisque tout a déjà été dit sur les volets techniques, juridiques, etc. Évidemment, la blockchain, c'est ce qui donne naissance à l'Internet de la valeur. Je vais vous donner une métaphore pour tisser ce que tu disais, Morgane, de manière littéraire. En littérature, il n'y a rien qui ait plus de valeur que l'amour. Il y a 3 manières de déclarer sa flamme à quelqu'un. Vous savez, la première, c'est en tête-à-tête. Mais bon, s'il se passe quelque chose de travers, on l'a vu dans toutes les grandes tragédies, il n'y a pas de témoin. Alors, ce que vous faites en général, et vous l'avez vu en particulier lors d'un mariage, il y a toujours un témoin, un tiers de confiance, qui permet, en cas de problème, d'attester, d'authentifier que la data, ce qui a le plus de valeur, l'amour en l'occurrence, a bel et bien existé. Le problème, c'est que les tiers de confiance, on l'a vu en particulier à l'ère du digital, Google, les GAFA, etc., on n'est jamais vraiment sûr, pour en discuter, qu'on peut leur faire vraiment confiance. Alors ce qu'on fait en général, lorsqu'on est gentleman, déjà fait vous-même, c'est qu'on va le faire, on va sortir le grand jeu, on va se mettre par exemple à genoux devant plein de monde, comme vous êtes ici, avec le plus possible de témoins, qui vont tous, entre guillemets, authentifier, et plus il y aura de monde, plus il y aura de personnes, alors plus la preuve sera forte. Et c'est typiquement ce qu'on a aujourd'hui. Plus vous êtes nombreux, plus on est retransmis, plus il y a des gens sur les réseaux sociaux, plus l'information elle est forte, elle est transparente, parce qu'elle est décentralisée. C'est ça la blockchain. Très bien. Je profite de ce petit rappel aux réseaux sociaux, puisque vous l'avez peut-être vu sur la slide, il y a un compte Twitter que vous pouvez suivre. Donc c'est @les_GECO et le hashtag GECO 2019. Donc si vous voulez suivre les autres conférences, on préférerait pas, mais si vous voulez diffuser celle-ci, n'hésitez pas. En tout cas, en revenant à notre sujet, vous avez vu, on a des définitions qui sont très différentes en fonction des usages de chacun et du point de vue sur la blockchain. Pour ne pas vous perdre, parce que parfois c'est quand même un sujet technique et ne serait-ce que le définir peut inquiéter, faire peur, ça peut être aussi ludique, c'est vraiment un outil, donc ça dépend comment on s'en sert. Et j'ai proposé à nos invités, ils ont accepté de jouer le jeu, de répondre à la question si la blockchain était un animal, quel type d'animal serait-elle? Qui veut se lancer? Je prends mon courageux. Du coup, parce qu'il fallait trouver un animal, j'ai pensé à l'abeille pour les ramifications et l'organisation de la ruche et le fait que cet écosystème de la ruche partage des informations et se transmet les informations. C'était un peu ma comparaison. Merci. Je poursuis. J'ai pensé aux 1000 pattes. Alors, pourquoi le 1000 pattes? Déjà parce que visuellement, son corps me faisait penser à une succession de blocs et je trouvais assez imagé d'imaginer que de retirer un des blocs centraux pouvait finalement détruire l'animal, comme on détruirait une blockchain si on venait à altérer un des différents blocs. Et puis, de manière plus analogique, on ne sait pas finalement si le 1000 pattes, on peut lui faire confiance. C'est un animal, j'ai regardé un petit peu, pour le recyclage et toute analogie avec le système bancaire et le recyclage du système bancaire n'est que fortuite. Ou bien si cet animal inspire plutôt la méfiance et du coup je retrouve ma position de juriste entre confiance et méfiance. Je vais continuer l'animalier. Pour moi, la technologie blockchain, d'ailleurs, comme l'a justement dit dans la petite vidéo le général manager d'AppIci, c'est une technologie dont les cas d'usage sont relativement rares. Donc c'est déjà une espèce un peu protégée. Et puis on l'a vu ces 3 dernières années en particulier, pardon. C'est une technologie à qui on a fait faire un peu tout et n'importe quoi, qu'on a souvent maltraité. Et donc je me suis dit, ça ressemble un petit peu, par exemple aux dauphins. On peut voir qu'ils sont protégés,
qui peuvent communiquer entre eux via radar, via ultrasons, et qui, malheureusement, ont pu être, dans des réfractions par exemple, utilisés, le mot est mal choisi bien sûr, à des mauvais usages. Alors, j'ai cherché, je ne suis pas très fier de l'image, mais pour ma part, c'est un animal, je peux raconter, c'est le ver de terre. Je n'ai pas d'espèce particulière en tête, mais alors au sens, non pas par l'analogie visuelle à laquelle j'avais pensé, mais parce que si la technologie effectivement est aussi prometteuse qu'on peut l'estimer, elle pourrait vraiment sous-tendre un ensemble d'applications, d'échanges impliquant, supposant de la confiance. Donc, et tout ceci, au fond, sans être visible, comme les protocoles Internet que l'on utilise, les CPIP, pour ceux qui connaissent, sont utilisés tous les jours, nous sont utiles tous les jours, sans être visibles, à l'image du ver de terre, donc, qui est pour autant très utile à l'image du ver de terre. Donc, voilà. Merci. Alors, beaucoup d'insectes, à part le dauphin qui s'élève au-dessus. Non, ce qui est intéressant avec les insectes, c'est que c'est quand même justement une technologie qui est dans les coulisses, qu'on ne voit pas, et c'est pour ça aussi qu'on a parfois un peu de mal à la définir. Mais c'est vraiment les rouages sous le capot, quoi. Et donc je pense que l'analogie des insectes vient aussi du fait que c'est ces rouages-là qui sont pas forcément visibles de l'utilisateur final. Donc merci de vous être prêté au jeu, parce que j'avoue que c'était quand même un vrai pas de côté. Richard Baron, je voulais enchaîner avec vous, sans mauvais jeu de mots, parce que vous êtes quand même à l'initiative de cette réflexion. Et moi je voulais vous demander pourquoi on parle aujourd'hui de blockchain, pourquoi on en fait un sujet de discussion, et pourquoi on en parle à l'exclusion de la crypto-monnaie. Alors, c'est le fait d'exclure, au moins partiellement, parce qu'à un moment donné, on va en parler, c'est à peu près sûr, les crypto-monnaies, pour des raisons techniques aussi d'ailleurs, est liée au fait qu'on avait déjà traité ce sujet des crypto-monnaies l'an dernier dans les GECO, et qu'en travaillant sur ce sujet, on se rend compte effectivement que la technologie blockchain, pas la blockchain surtout pas, on ne va pas disserter là-dessus, mais la technologie ou les technologies blockchain si l'on veut, sont effectivement les technologies support du fonctionnement des crypto-monnaies, mais qu'elles ont beaucoup d'autres applications. Et lorsque l'on travaille dessus, on se rend compte que l'utilisation dans le domaine des crypto-monnaies peut être sujette à beaucoup de discussions, à beaucoup de polémiques, à des problèmes de régulation, à des problèmes divers et variés, de stabilité économique peut-être, financière, je ne sais. En revanche, l'utilisation de ces technologies dans d'autres domaines est d'un certain point de vue beaucoup moins problématique. Je pense qu'on donnera un certain nombre d'exemples. Lorsqu'on utilise de la blockchain, enfin des technologies blockchain, pour assurer ou essayer de garantir de la traçabilité des aliments entre leur production et leur consommation, on n'a pas évidemment les problèmes je dirais économiques, enfin de fond qui peuvent se poser sur la réflexion sur l'utilité d'une monnaie centralisée, en tout cas d'une monnaie dépendante d'un État. C'est essentiellement cette raison qui nous a amené à souhaiter organiser cette session où je pense que nous serons amenés à parler de crypto-monnaie, mais en tout cas ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est l'utilisation des technologies en question, des technologies blockchain, pas uniquement à des fins de support d'échange des crypto-monnaies. C'est ces applications-là qui vont nous intéresser et dont nous souhaitons parler. Très bien, alors vous parlez déjà, Richard, de traçabilité et confiance. Rapidement, pourquoi ces mots-clés ? Alors, je pense que le thème de la confiance a été déjà abordé avec un exemple parlant à tous, je pense. Alors, je pense que la confiance que l'on peut accorder à ces technologies, elle est liée aux propriétés qui sont garanties par ces technologies. C'était l'objet de ma définition un peu rêche initialement, une base de données avec distribution, distribuée, et un critère d'immuabilité. Et en fait, ce sont les deux propriétés qui me semblent importantes. La première, c'est l'immuabilité, c'est-à-dire que la technologie, on ne va pas rentrer dans le détail de cette technologie aujourd'hui, sauf s'il y a des questions, mais la technologie permet effectivement d'enregistrer des informations d'une manière définitive, qu'on dit immuable au sens où, après un temps raisonnable, elles ne sont plus modifiables, ou en tout cas, le serait un coût extrêmement élevé et qui serait très compliqué de payer en quelque sorte.
D'autre part, cette immuabilité, elle pourrait être assurée par une base de données, des moyens techniques complètement centralisés. On a des fichiers qui sont entièrement centralisés, des fichiers nationaux, des fichiers bancaires qui sont pratiquement centralisés. Là, en fait, la confiance repose véritablement sur le fait qu'à contrario, cette base de données est complètement distribuée sur un ensemble de machines de taille arbitrairement grande, machines d'ordinateur, et la vérification, la certification de ces informations lorsqu'on va les enregistrer, c'est une étape évidemment déterminante puisqu'ensuite on n'aura plus la possibilité de les modifier. Elle est réalisée également par tout un ensemble d'agents, par exemple dans le cas des crypto-monnaies, j'ai dit qu'on n'en parlait pas, mais bon, voilà. Ce sont les mineurs qui sont en nombre important, même s'il y a des collisions, enfin il y a des regroupements. Donc je pense que c'est ce caractère distribué et cette garantie d'immuabilité qui sont les propriétés importantes de la blockchain. Ensuite, une caractéristique des blockchains en général, c'est également que le but est d'atteindre à une certaine forme de transparence contrôlée. Dans le cas, par exemple, des blockchains qui stockent les transferts des crypto-monnaies, cette transparence est presque complète. On peut voir les transferts de telle adresse à telle adresse. On ne sait pas qui est concerné, mais n'importe qui peut, en allant sur un site Explorer, bitcoin.com ou je ne sais quoi, observer ces transferts et voir le montant de ces transferts quand ils ont été réalisés entre quelle adresse. Là, on est dans un cadre purement transparent, qui est évidemment surprenant pour notre culture bancaire actuelle. Les utilisations que nous envisageons aujourd'hui sont des utilisations hors crypto-monnaie, dans laquelle il va y avoir un partage d'informations. Par exemple, j'ai donné l'exemple de la traçabilité des aliments. Il est évident que tout le monde n'aura pas la capacité soit d'enregistrer, soit de lire, même accéder aux informations enregistrées. Ceux qui y auront accès seraient ceux qui seront intéressés, par exemple le consommateur qui va acheter un poulet pourra connaître l'origine, le lieu de production, la date passons, de ce poulet, le nom de l'intervenant, connaître éventuellement le temps de transport, donc tout un ensemble d'informations. Donc c'est cette propriété de transparence qui est également déterminante à mon sens. Donc on pourrait même potentiellement connaître sa date d'anniversaire. Possiblement si l'information est rentrée au départ. Ça marche. Alors vous parlez d'une information qui est comme ça devenue immuable et de manière décentralisée. Alors s'il y a un droit qui est bien décentralisé, c'est celui du contrat, puisqu'il lie de manière bilatérale ou multilatérale de nombreuses personnes physiques ou morales. Alors justement, comment la blockchain peut être utilisée pour sécuriser des contrats ? La blockchain peut être utilisée comme un outil, peut-être pas nécessairement pour sécuriser, ça serait un des aspects que la blockchain permettrait par ses caractéristiques, mais comme outil pour une modalité d'exécution de certaines dispositions, de certaines clauses dans un contrat. Voilà, plus précisément. Et en fait, par ce que l'on appelle des smart contracts. Alors, j'aurai l'occasion de dire que les smart contracts portent assez mal leur nom, qu'ils n'ont rien de smart, d'intelligent et qu'ils sont encore moins des contrats. Mais je vais peut-être, pour la salle, commencer par prendre un exemple de ce que c'est qu'un smart contract. Un exemple assez simple dans le domaine de l'assurance. Alors c'est un exemple très classique, hein, vous l'avez très certainement entendu, mais il est tristement d'actualité du fait de la tempête Amélie. L'hypothèse de cet exemple est de considérer qu'un assureur a dans son contrat d'assurance une clause d'indemnisation et cette clause d'indemnisation s'enclenche à un moment donné lorsque un niveau de pluie est atteint et un niveau de sinistre qui est consécutif est susceptible d'être présumé chez les agriculteurs par exemple qui sont assurés avec ce contrat d'assurance. Donc en l'hypothèse, il serait assez facile de traduire, et je dis bien de traduire dans un langage formel, c'est-à-dire logique, c'est-à-dire informatique, cette disposition juridique qui est en langage naturel, de la traduire en langage informatique pour ensuite, donc on la traduit avec un code dans un langage bien particulier propre à chaque blockchain
on précise les conditions. Donc, si tel niveau de pluie est atteint à tel moment, alors tel montant d'indemnisation sera dû. Si ces différentes conditions sont remplies, la conséquence est enclenchée. Et ce langage informatique est déployé à ce moment-là sur une blockchain. Voilà un exemple de smart contract qui permet l'exécution automatique d'une stipulation d'un contrat. Alors, pourquoi je disais que le smart contract portait finalement assez mal son nom par trois éléments. Le premier, c'est qu'en fin de compte, le smart contract n'est pas forcément propre à la blockchain comme on pourrait l'imaginer. La notion de formalisation du droit par le langage naturel puis par le langage formel, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et finalement, Nick Szabo, qui faisait partie de cette communauté des cypherpunks, a participé à cette réflexion sur les smart contracts. Il a écrit un article en 1997, bien avant que le protocole de Bitcoin soit écrit par le célèbre Satoshi Nakamoto. Donc, les smart contracts qui sont déployés sur une blockchain ne sont finalement qu'une variété de différents smart contracts qui préexistaient, des contrats qui pouvaient s'exécuter automatiquement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le smart contract n'a rien de smart, d'intelligent, et je dirais finalement, tant mieux. Ça signifie que derrière, il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont capables de déployer avec plus ou moins de finesse ce langage informatique, ce langage formel. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça permet d'avoir une subtilité, une intelligence humaine qui va venir adapter le code informatique par rapport au langage naturel des juristes. C'est autrement intéressant parce que ça permet aussi de démystifier un smart contract qui serait intelligent, qui évoluerait seul et qui ferait peur. Et puis c'est intéressant pour le juriste parce que c'est quand même bien d'avoir des responsables qui soient des personnes humaines. Quand on a des problèmes de bugs, etc., c'est quand même mieux d'avoir des personnes derrière qui ont écrit le code. Voilà. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, le smart contract n'est pas un contrat. C'est pas un contrat, ce n'est que la traduction, je vous le redis, d'un langage naturel, d'un contrat fiat. Et je vais peut-être même aller au-delà, mais avec prudence. Il me semble qu'il n'est pas possible de traduire l'intégralité d'un contrat en langage informatique. Ce ne sont que certaines clauses d'un contrat qui se trouvent être pertinentes pour être traduites en langage informatique. Et même encore, certaines clauses dans certains contextes juridiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pour compléter, il y a une autre façon d'utiliser la blockchain pour lutter contre l'insécurité juridique. C'est notamment sur la question des registres. Alors, Edouard Faure, évidemment, je voudrais vous poser la question de cet usage-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en œuvre ? Alors, au sein des greffes des tribunaux de commerce, on a pour fonction de tenir le registre du commerce et des sociétés et pour vocation de le rendre le plus sûr possible. Nous tenons des registres, on a fêté cette année les 100 ans du registre du commerce, c'était à Lyon en plus. Ça fait 100 ans que les greffiers de tribunaux de commerce gèrent le registre du commerce et en tant que gestionnaire de registre, quand une nouvelle technologie apparaît, on s'y est intéressé et c'est dans ces conditions qu'on a commencé à travailler sur la blockchain, d'abord par petits pas, avec un POC dans un premier temps, pour voir si la technologie avait un intérêt à être mise en œuvre dans notre métier. C'est assez rapide. Juste, excusez-moi, un POC, c'est un Proof of Concept. Donc c'est une étape qui permet de s'assurer que l'utilisation de la technologie fait du sens dans le cas d'usage qu'on avait déterminé. En l'espèce, les registres du commerce en France sont décentralisés. Il y a 134 greffes de tribunaux de commerce sur le territoire national et
qui, depuis les années 90, centralisait pour donner un accès unique à ce registre du commerce local au travers d'une base centralisée qui est d'ailleurs toujours, c'est faux, qui est le site Infogreffe, qui est un site de diffusion de l'information légale qui a été mis en place depuis plus de 20 ans maintenant. Donc en un lieu unique, toute personne a accès aux informations des registres locaux. Mais pour pouvoir y accéder, ça sous-entend une étape de centralisation, de remonter des données tous les jours des greffes locaux vers une super base centralisée qui est la base d'Infogreffe. La technologie de la blockchain, qui est une technologie assez récente, sachant que nous, on ne travaille que sur des blockchains privées. Donc il n'y a pas d'accès, pour l'instant en tout cas, au public à ces bases de données. Et donc l'objectif est de travailler à la mise en réseau de toutes ces bases de données et dans le but de conférer un accès unique toujours, mais non plus à une base centralisée qui est le reflet en quelque sorte de chacune des bases locales, mais directement à ces bases locales en réseau. Donc ça c'était la réflexion sur laquelle on a travaillé. Et ensuite, on a cherché à la mettre en œuvre, et la mise en œuvre s'est faite autour des notifications intergreffes, c'est-à-dire les échanges qui ont lieu entre les greffes de France. Donc une société qui est matriculée à Saint-Étienne, qui transfère son siège à Lyon, le greffe de Lyon doit informer le greffe de Saint-Étienne que la société a été transférée, qu'elle n'a plus d'activité ou qu'elle a maintenu son activité à Saint-Étienne, etc. Et donc du coup, on utilise la technologie blockchain pour raccourcir les échanges et discuter directement de greffe à greffe sans passer par l'étape de centralisation dans cette blockchain. Et ce gain de temps pour le grand public, à quoi ça sert? Alors, ce gain de temps permet d'augmenter la sécurité juridique quand on va demander une information, parce qu'aujourd'hui il y a un delta entre le moment où je vais commander une information sur la base centralisée qui est mise à jour le lendemain ou le surlendemain, et la même information qui serait demandée au guichet du greffe qui lui est mis à jour dans l'immédiat. Donc ça crée un décalage, et notamment pour les banques, les assurances qui font du KYC, donc Know Your Customer, et donc qui sont tenus réglementairement d'être au courant de ce que font leurs clients. Ça leur permettra d'avoir potentiellement un accès directement à la base du greffe et non plus à une base externalisée. Si je fais un rappel historique, il y a la centralisation qui se fait au niveau du pays. Avant, on va dire que dans les années 2000, ça prenait 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, on est sur un délai de 1 journée à 48 heures. Et demain, on serait sur un délai de 15 minutes. Très bien, merci pour cette explication. Fabien, je voudrais vous donner la parole ensuite, toujours sur le côté application. On a vu un aspect juridique, administratif, on a parlé aussi de la date de naissance des poulets. Quelles sont les autres applications possibles? Chez Avas, on accompagne les entreprises de manière complètement agnostique sur la technologie. Mais je voudrais juste faire un petit focus en point d'entrée sur justement la technologie, pour reprendre ce qui a été dit. Aujourd'hui, il y a 2 manières de parler de distribution de la gouvernance. La première manière, c'est celle qui est généralement évoquée tout de suite, parce que c'est celle qui est la plus présente, pour l'instant du moins, dans les industries. C'est lorsque la base de données, elle est distribuée, mais elle est distribuée entre des parties qui sont décidées. Typiquement, si on limite les nœuds du réseau aux personnes présentes dans la salle lorsqu'on dit quelque chose, et qu'on dit ça ne sort pas de la salle. Alors, on a une confiance qui est limitée aux personnes qui sont ici, mais qui ont été choisies, qui sont sélectionnées, triées sur le volet. Mais on n'est pas encore dans ce qu'on appellerait la blockchain, si on parle de blockchain lorsqu'on est 100% transparent, 100% distribué, 100% décentralisé. En anglais, on a 2 mots, c'est quand même plus facile. On dit d'un côté DLT, Distributed Ledger Technology, des
pack distribué, pour faire simple, une information distribuée, et de l'autre côté, on ne parle de blockchain que lorsqu'on est vraiment transparent, vraiment décentralisé. Et en termes d'application, ça a quand même des impacts. D'abord, parce que lorsqu'on est, entre guillemets, dans un écosystème qui a été distribué, mais entre des parties qui se connaissent ou qui se font déjà confiance de base, alors, déjà, on peut, en effet, ne pas parler de crypto-monnaie, on n'a pas besoin de rétribution des pairs pour faire partie du réseau, et par conséquent, on peut améliorer les process. Alors nous, en effet, on avait travaillé au Carrefour sur le plan Carrefour 2020, 100% des produits Carrefour doivent être sur blockchain. Ben oui, parce que on ne va pas distribuer avec tout le monde la data. On ne veut pas que les concurrents sachent d'où vient la data. Par contre, on veut pouvoir donner au consommateur la certitude qu'il a la connaissance de la totalité de cette data, de la totalité de la traçabilité. Alors c'est intéressant pour un poulet, parce qu'en effet, vous allez avoir la totalité de sa vie. Et lorsque vous allez le scanner, vous allez pouvoir accéder à chacune de ces étapes. Vous allez dire, ça sert à quoi? Ça sert en fait à un seul moment, parce que dans la vraie vie, personne ne va scanner QR code sur le poulet, en connaissance. Par contre, en cas de crise, en cas de problème, on n'est plus dans le cas Findus. On est dans un cas où le consommateur peut aller vérifier par lui-même que ce qu'il a sa vraie valeur. Et c'est intéressant parce que le cas du poulet, c'est celui le plus amusant, la blockchain du poulet. Mais par contre, ça a d'autres applications, lorsqu'on est dans un écosystème fermé, assez intéressantes. Ça peut être, par exemple, sur du partage d'informations dans des écosystèmes assez compliqués. Par exemple, c'est presque irresponsable de s'imaginer qu'on ne peut pas se partager les datas de santé entre des hôpitaux, ou alors des datas liées à des organes vitaux, parce qu'on doit être greffé, entre des différents organismes. Là, la technologie, est-ce qu'on peut se faire confiance entre hôpitaux, entre institutions de santé, permet en effet, dans le cas d'une blockchain privée, une DLT, permet en effet de rassurer, de donner confiance et d'améliorer grandement les process. Alors, je vais vous faire rire, je vais prendre le cas du poulet. Le cas du poulet, c'est une augmentation de la confiance qu'on peut calculer. On est capable en magasin, les deux poulets, on voit lequel des deux se vend le plus. 15% de plus de ventes, je crois, à peu près, pour le poulet blockchain. Alors imaginez en termes de confiance, de gains, de rapidité, etc., sur d'autres usages de la santé. Le cas de la certification entre universités. Vous avez vu en Espagne. En Espagne, vous avez quand même des gouvernements qui sont tombés parce qu'il y avait des faux documents, des faux diplômes. Là, vous n'avez plus besoin de faire confiance aux personnes, vous faites confiance, d'une certaine manière, au code. Pour les entreprises, ces cas d'usage sont les plus développés. Je vais en citer un dernier, toujours dans le cas de la traçabilité. Nous, on a pu accompagner pour Bolloré Logistique, on avait des problèmes de traçabilité du malt pour Heineken. Parce qu'on ne faisait pas forcément confiance sur toute la chaîne, sur toute la supply chain, aux différents interlocuteurs qu'on avait, en l'occurrence dans un bassin africain. C'est le bon cas d'usage. Si on est capable de remplacer le tiers de confiance à qui on ne fait plus confiance par la technologie, en décidant arbitrairement, enfin arbitrairement pas vraiment, on décide en amont, qui sont les tiers qu'on va rajouter au sein de la boucle. Maintenant, à mon sens, je suis un peu provoque, je fais exprès, limiter la blockchain à ça, c'est limiter Internet à intranet. Et par conséquent, et je le vois de plus en plus sur les entreprises qu'on accompagne, la blockchain, celle qui est vraiment transparente, ouverte, décentralisée, qui est liée aux crypto-monnaies, qui n'existe pas sans crypto-monnaie, elle a aussi des vrais cas d'usage. Elle a des vrais cas d'usage notamment pour la certification d'œuvres d'art, un client qui le fait en ce moment. Vous avez tellement de problèmes de blanchiment d'œuvres d'art que si vous n'êtes pas capable d'être vraiment 100% transparent, ça ne marche pas. Parce que même les institutions de ce monde-là, elles sont elles-mêmes soumises à ces problématiques. Puis vous avez tant d'autres sujets. On a mentionné le cas de l'assurance. Je vais faire exprès de citer AXA, Fizi, c'est une blockchain publique, transparente, liée à la crypto-monnaie, d'ailleurs qui a été pénalisée par ce système. Et puis enfin, je pense qu'un dernier cas d'usage, qui fait beaucoup de bruit, mais on y reviendra probablement, c'est que bien sûr, les banques ont été les premières à se dire « oulala, blockchain, crypto-monnaie, on est remis en cause ». Et aujourd'hui, les banques sont les premières à se saisir des opportunités, que ce soit d'abord pour de l'interbancaire, lorsque c'est dans l'infrastructure privée, et puis vous verrez dans quelques mois, même pas avoir attendu beaucoup plus, sur des questions de blockchain publique, et notamment, parce que demain vous verrez qu'elles n'auront pas peur des crypto-monnaies avec Libra, les crypto chinoises, etc. Elles auront tout préparé, toutes les infrastructures, pour pouvoir vous permettre demain
d'améliorer vos transactions, voire même peut-être stocker vos crypto-monnaies chez elles. Alors justement, on est au GECO, donc parlons d'économie. Là, on a beaucoup parlé de technologie, de possibilités. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est lesquelles vont pouvoir s'industrialiser, lesquelles sont rentables, en bref, chacun d'entre vous, dans lesquelles vous croyez. Je suis certainement pas le mieux placé pour répondre à la question pour le coup, mais j'ai l'impression, de ce que l'on peut lire, que le domaine d'application de la chaîne logistique est un domaine extrêmement porteur, enfin très curieux de ces technologies. Et également, semble-t-il, l'assurance, et je ne dis pas cela par une influence locale, mais effectivement, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants des projets d'AXA, mais AXA a effectivement une utilisation déjà présente. Donc je pense que ce sont peut-être les domaines, les secteurs d'activité qui vont adopter assez rapidement, en dehors du secteur financier, pour rester dans la promesse qu'on s'était faite au départ. Parce qu'évidemment, il y a un terme qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, puisqu'on pourrait le rapprocher de l'utilisation financière des blockchains, c'est celui de tokenisation, c'est-à-dire de la circulation massive, automatique, extrêmement rapide de tokens qui représenteraient un titre de propriété sur quelque chose, sur un actif qui peut être, voilà, comme on l'avait dit, voir une image un peu amusante en écrivant avec Amélie, en écrivant un papier, ça pourrait être quelqu'un qui propose de faire circuler des temps de un dîner avec une personne. Voilà, ça s'est fait, une star du basket américain, je crois, vend, enfin ça se pratique, et ceci pourrait se faire, s'échanger, circuler via des tokens qui seraient donc des titres numériques, entièrement numériques, qui sont totalement symboliques, qui peuvent circuler de manière fiable, vu la technologie, via des blockchains. Donc ça, c'est à mon avis aussi un domaine qui est absolument, enfin qui pourrait être, nous semble-t-il, totalement révolutionnaire. Oui, je suis tout à fait d'accord sur la tokenisation. Je pense que c'est un des éléments fondamentaux, c'est le rattachement en fait d'un objet numérique à un actif tangible. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être du temps avec quelqu'un, ça peut être, dans ce qui nous concerne un peu plus, des parts de société. On pourrait très bien imaginer que des parts de société soient tokenisées et que la cession de titres se fasse au travers de la blockchain avec une authentification, une certification et que le transfert de propriété de la part, objet non intangible mais qui est quand même bien réel, la part sociale, simplement par l'échange du token qui est la représentation numérique de cette part de société. Je sais qu'il y a eu aussi des initiatives avec de l'or où il y avait des tokens qui sont rattachés à de l'or physique qui est situé dans un coffre. Et donc pour céder votre or, vous n'avez pas besoin d'aller dans le coffre de la banque à Zurich, mais vous faites simplement la cession de tokens au travers de la blockchain et le transfert de propriété de cet or qui reste dans le coffre bien en sécurité se fait. En fait, quand on parle de blockchain, depuis d'ailleurs que The Economist a fait sa une dessus, on parle de trust machine, de machine à confiance. Et donc, par définition, à chaque fois, les industries qui se sentent les plus concernées, ce sont celles qui détiennent la confiance. Alors, en premier lieu, en effet, ce sont les banques. Les banques qui se sont senties attaquées et qui, en fait, vous verrez, demain prendront leur revanche sur ce sujet-là parce qu'elles seront les premières à s'en ressaisir, que ce soit sur la tokenisation, que ce soit sur les crypto-monnaies. Mais en fait, ce qui est assez amusant, et moi je l'ai ressenti particulièrement, c'est qu'il y a d'autres tiers de confiance qui sont très importants dans notre économie. Je vais vous donner un exemple. Moi je travaille chez Havas. En fait, l'achat d'espace, c'est quoi sinon les tiers de confiance? De la même manière, tous ceux qui sont des tiers de confiance, que ce soit dans du cadastre, que ce soit de l'état civil demain, tous ces cas d'usage sont bel et bien des tiers de confiance. La logistique, en effet, encore une fois, sur la supply chain, évidemment.
Ce qui est intéressant par contre, c'est de se dire une chose, c'est que la blockchain ne va pas désintermédier. C'est à peu près faux. Ça va être plus exactement une nouvelle transformation digitale. On le ressent déjà, nous-mêmes, on travaille sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a développé un département aux activités blockchain au sein du groupe Havas. C'est parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la question qui se joue, c'est savoir est-ce que les entreprises vont rater une nouvelle fois une nouvelle transformation digitale et non pas est-ce qu'elles vont être désintermédiées. Je vais vous donner un cas d'exemple, un peu exprès, sur les crypto-monnaies, parce que c'est le plus parlant, mais qui se répercute sur tous les autres secteurs sur lesquels impacte la blockchain. Hier, les banques se disaient « Oh là là, encore une monnaie qu'on ne contrôle pas ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles se disent? Il n'y a rien de plus compliqué que de stocker ces crypto-monnaies. C'est notre métier, stocker les crypto-monnaies. Ben, c'est la même chose pour l'achat d'espace, il n'y a rien, c'est moins parlant l'achat d'espace. Pour l'achat d'espace, il n'y a rien de plus compliqué que de gérer la traçabilité en programmatique de milliers de transactions. La technologie l'améliore, et il y a un truc, c'est que le conseil, ça reste clé. Et le conseil, c'est ça notre métier. C'est pas avec la petite main qui fait l'opérationnel. Donc ça repositionne les entreprises. Et on pourrait prendre quasiment tous les métiers de l'intermédiation, les assurances, les greffiers, etc. Et en effet, c'est un repositionnement. Et c'est d'ailleurs ça que nous on accompagne dans nos activités. Alors si je reprends la question de départ qui était finalement en quelle application croyons-nous plus, j'aurais bien envie de rêver à quelques smart contracts sur des dispositions contractuelles particulières comme des promesses ou de l'indexation par exemple. Mais finalement, je vais reprendre l'image que j'ai donnée du mille pattes qui va finalement me servir. Il est bien d'imaginer toutes ces différentes applications. Toutefois, il me semble qu'il y a des obstacles juridiques qui existent et on ne sait pas si ces verrous juridiques, on pourra les lever et comment on pourra les lever. Je pense par exemple, lorsqu'on parle de traçabilité, j'aimerais croire dans le domaine de l'art, parce que de par ma formation, je travaille en propriété intellectuelle, donc j'aimerais croire à cette traçabilité des œuvres, à la possibilité de lutter contre la contrefaçon grâce à la blockchain. Il y a quand même des éléments sur la recevabilité de cette preuve, de cette traçabilité que l'on va aménager par la blockchain en droit. Et ça, c'est une question qui est importante parce que si on regarde les règlements européens, on n'arrive pas à qualifier la preuve telle que réalisée par un protocole blockchain sur les différents aspects techniques. On ne le fait pas rentrer dans nos catégories actuelles. Ensuite, on a une autre difficulté, c'est si on part effectivement sur des blockchains publiques, l'autre difficulté est celle du pseudonymat que permet une blockchain publique. Alors ce n'est pas d'anonymat, c'est pour ça que l'on dit qu'elles sont transparentes et qu'on peut lire les différentes informations. Or ces différentes informations, ce pseudonymat se heurte à tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Et là aussi, il y a quelques éléments sur lesquels on doit encore travailler pour pouvoir derrière déployer certaines informations que l'on souhaiterait voir protégées comme étant des données à caractère personnel. Donc voilà, j'en reviens à cette image du mille pattes ou avec certaines mesures du moins juridiques. Donc pour la juriste que vous êtes, la blockchain c'est à la fois un moteur, mais c'est aussi un objet à surveiller et à contrôler. Un objet à surveiller, à contrôler, oui. En fait, il faut effectivement le réguler. Je pense que l'approche qu'a eu le législateur sur la loi Pacte du... Désolée, j'en reviens au crypto. Donc sur la loi Pacte du 22 mai 2016 est une approche qui est intéressante parce que la réglementation qui est offerte, c'est une réglementation qui est souple, qui est flexible, qui est incitative, qui offre un cadre juridique qui est sécurisant pour l'émission de jetons, mais qui à la fois n'est pas trop contraignant et coercitif pour laisser se développer ce type d'activité. Donc le travail du juriste, c'est pas seulement un empêcheur de tourner en rond, hein. C'est
c'est aussi un travail pédagogique de dire, voilà, il y a telles applications, elles sont prometteuses, on a envie d'y croire, mais attention, si on veut pouvoir le plaider devant nos tribunaux, et il faut le faire entrer dans nos catégories juridiques actuelles. Et peut-être que certaines de nos catégories juridiques actuelles ne correspondent pas. Et à ce moment-là, on fait un appel au législateur, un petit clin d'œil, en lui disant un petit travail sur la preuve, ça serait bien. Et je pense que ce que l'on appelle aujourd'hui les crypto-députés, qui sont très actifs, qui sont très impliqués dans ce domaine-là, et ont beaucoup œuvré à faire entrer la blockchain dans une régulation et une réglementation juridique et un cadre favorable, plaide aussi par exemple sur cette question de la preuve. Très bien, ça sera le mot de la fin de la première partie, puisque la deuxième, on compte sur vous. On espère que vous êtes éveillés par toutes ces propositions, toutes ces présentations, et on vous invite à poser des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques, béotiennes, sur les cas d'application, sur comment fonctionne la blockchain, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un est prêt à sauter le premier pas, à prendre le micro? Ah, merci monsieur. Question pour monsieur Baron. Je vais faire tout le service. Monsieur Baron, d'un point de vue technique, je m'adresse à vous parce qu'il y a marqué IT sur votre truc là. D'un point de vue technique, vous pouvez nous expliquer comment ça marche, une blockchain, au sens informatique du terme? Merci. On peut en parler tout à l'heure peut-être. Alors en quelques mots, c'est pas évident, honnêtement. J'avais préparé des petits transparents et puis finalement le cadre proposé par Morgane me semblait plus adéquat. Disons que l'idée, si on prend l'exemple d'une blockchain publique, donc je prends souvent celle du Bitcoin qui stocke les transactions faites en Bitcoin, toutes les transactions faites en Bitcoin depuis la première en 2009. Alors comment dire cela? Eh bien, lorsque l'on fait une transaction, ceci va être pris comme information par le système et on va chercher le système lui-même, donc un ensemble d'ordinateurs, va chercher à rassembler un certain nombre d'informations de même type, donc un certain nombre de transactions, typiquement quelques centaines à quelques milliers de transactions, disons quelques centaines, pour fabriquer ce que l'on appelle un bloc. Le terme blockchain, chaîne de blocs en français, vient de là, c'est-à-dire qu'un bloc rassemble des informations élémentaires en quantité pour ne pas les enregistrer une à une. Et on va essayer de s'assurer que tout d'abord l'ensemble de ces transactions est correct avant de les enregistrer, qu'elles soient effectivement candidates à être définitivement enregistrées, donc il y a un contrôle à ce niveau-là, ce qui est rendu possible par la transparence complète de l'information, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser un bitcoin qu'on n'aurait pas, puisque si on n'en a pas, il n'y a aucune trace de ce qu'on a. Il n'y a aucune trace d'une transaction vers moi, en bitcoin par exemple. Je n'en utilise pas, donc je ne peux pas prétendre à le dépenser. Donc il y a un premier travail de vérification à ce moment-là. Ensuite, l'intuition la meilleure, mais je ne suis pas du tout convaincu de cette image, l'intuition la meilleure que j'ai trouvée pour tenter d'expliquer le travail des mineurs, c'est en gros de dire, pour s'assurer que l'ordinateur qui va enregistrer de manière définitive ce bloc dans la chaîne de blocs, en le reliant symboliquement aux blocs qui viennent avant lui. Il y a une chaîne déjà existante, elle contient, disons, 500 000 blocs actuellement. Si je veux enregistrer ce 500 000 plus 1 yen bloc, l'intuition en gros est de dire on va pratiquement tirer au hasard, pas tout à fait tirer au hasard, mais tirer au hasard celui qui va certifier, enregistrer ce bloc dans la chaîne de blocs et en faire le 500 millième plus 1 bloc. Alors c'est pas tout à fait au hasard, c'est-à-dire on va leur demander de produire une sorte de travail artificiel. Le minage est effectivement un travail artificiel, il pose des questions environnementales, c'est certain, puisqu'on développe, on dépense de l'énergie,
et il y a un investissement matériel extrêmement important pour une tâche qui est totalement factice, qui est en gros de tirer des nombres au hasard jusqu'à trouver un nombre au hasard qui satisfait une certaine condition. Et celui qui y arrive, eh bien, on lui dit ok, c'est toi qui enregistres le bloc dans la blockchain, et maintenant on va passer au 500 millième plus 2, deuxième bloc, etc. etc. Donc le cas d'une blockchain ouverte, publique, dit-on, le terme est discutable, mais ouverte, c'est-à-dire où n'importe qui peut participer au fonctionnement et connaître l'information de ceci, ce qui n'est pas le cas des blockchains à vocation privée développées par des entreprises, par exemple, qui ont entre elles déjà un certain degré de confiance. Là, il est clair qu'on ne peut pas avoir de degré de confiance, il est clair que tous les jours, tout le temps, des gens essayent de pirater le système et de voir s'il n'y a pas une faille quelque part. Ça, on est à peu près sûr de ça. Donc l'intuition, c'est à peu près ça. Le travail de minage, c'est pas tout à fait un tirage au hasard, parce que je vais évidemment, en quelque sorte, si je suis un mineur, augmenter mes chances d'être tiré au hasard si j'ai beaucoup de matériel pour le faire et beaucoup d'énergie pour faire travailler ce matériel à tirer des nombres au hasard. En gros, ça revient à ça. Donc c'est pas tout à fait du hasard, puisque j'augmente mes chances, c'est pas un hasard uniformément distribué, dirait-on. C'est un hasard partiellement contrôlé par le fait que plus je mets de moyens, plus j'ai de chances d'être celui qui va valider l'information. Et le lien effectivement avec la confiance qui fait qu'on ne peut pas tout à fait se débarrasser de la notion de crypto-monnaie. J'ai bien dit, on ne veut pas parler des applications crypto-monnaie. Le lien avec la... Pourquoi un mineur n'a pas intérêt à tricher? Parce qu'il est rétribué lui-même en bitcoin. Aujourd'hui, il est rétribué à celui qui valide un bloc gagne 12,5 bitcoin fois 8300 € actuellement. Enfin, si ça ne s'est pas effondré dans les quelques heures précédentes, ça je ne peux pas le dire. J'ai pas vérifié seulement ce matin, donc ça a pu beaucoup changer déjà. Donc l'intuition est ceci, c'est qu'au fond, il est rétribué dans cette monnaie, il n'a donc pas intérêt à valider des transactions qui ne seraient pas correctes, puisque ça effondrerait le cours de la monnaie, donc le cours de sa rétribution, enfin le montant de sa rétribution. Je ne sais pas si c'est très clair, parce qu'en peu de temps, c'est pas simple d'expliquer, j'espère que ça apporte un peu d'informations. Pour résumer, vous me dites si je parle sous votre contrôle, c'est un registre ouvert, c'est des blocs qui s'agglomèrent au précédent, avec chaque nouveau bloc qui porte à la fois son identité et l'identité du précédent, un peu comme la chanson Marabout, bout de ficelle, selle à cheval. Il y a un peu de ça. Et enfin, il y a une sorte de preuve à faire, un peu comme on répondrait à une énigme du Sphinx ou ce genre de choses pour démontrer qu'on est méritant et qu'on peut passer. Qu'on a une capacité de calcul. On a une capacité de calcul. Le problème à résoudre, mais il est tellement compliqué qu'il n'y a pas d'autre solution actuellement que de tirer des nombres au hasard pour répondre à ce problème. L'image qu'on pourrait prendre, c'est si nous voulons ici décider d'une personne, enfin c'est celle à laquelle j'avais pensé, je ne sais pas si elle est très concluante. Disons que j'enregistre des informations sur un registre, et je ne sais pas s'il y a ici des gens qui seraient concernés par ces informations de confiance ou pas. Je vais donner à tout le monde des dés, et puis je vais dire, voilà, vous avez chacun 3 dés. Le premier ou la première qui réalise un total inférieur ou égal à 4 viendra vérifier les informations du ledger, et on tourne la page, on passe à une autre page. C'est un peu cette idée, voilà, si j'ai 3 dés, la probabilité de faire moins de 4, c'est pas simple. Elle est faible, elle est quantifiable, elle est faible. Donc vraisemblablement, peut-être au premier lancer, personne n'aura fait ce total de moins de 4. C'est ce type de travail bête qui est demandé aux mineurs. Et donc une tâche artificielle. Ouais, très bien, parfait. Est-ce que cette réponse, ou oui, une réaction? Parce que je suis pas le seul. Sachant que sur une blockchain privée, le mode de consensus pour valider un bloc peut être complètement différent. Donc l'impact écologique, si je puis dire, de la blockchain est très variable, notamment en fonction du mode de consensus qui est choisi pour valider un bloc. Ça peut être la majorité plus 1, ça peut être un certain nombre de... Juste pour rebondir, l'impact écologique dont on parle, c'est bien parce qu'il faut faire tourner des machines pour calculer, et donc c'est l'énergie de ces machines-là qui ont un impact. Pour moi, l'impact environnemental des blockchains, c'est vraiment un sujet, bon, il revient à chaque fois, mais il y a toujours 2-3 sujets qui reviennent, terrorisme, environnemental, etc. L'impact environnemental, c'est la mauvaise perception. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui,
Si vous pensez à l'impact environnemental, par exemple, du streaming, est-ce qu'il est important? Oui. Est-ce que pour autant vous allez l'empêcher? C'est compliqué. Aujourd'hui, l'impact environnemental de la blockchain, il y a déjà une première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut un flux énergétique par le blockchain public qui soit important, qui soit constant, et qui vienne donc majoritairement de sources énergétiques qui sont en fait renouvelables, à 73-74% dans les dernières études qui datent d'il y a à peu près un mois. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique déjà que ce n'est pas forcément des énergies stables, première chose. Par contre, ça implique qu'on parle souvent de sources énergétiques, notamment hydroélectriques, notamment de barrages, et qui ont donc plus des impacts moins environnementaux que géopolitiques. Et je pense, personnellement, que l'impact environnemental des blockchains, c'est un petit peu se poser la mauvaise question à chaque fois, c'est se poser la question de son utilité finalement. À partir du moment où le streaming on considère que c'est utile, on ne se pose pas vraiment la question de son impact environnemental. Aujourd'hui, l'impact environnemental des blockchains, il est relativement faible. Les calculs qui avaient été faits il y a 2 ans, 3 ans, avaient été faits sur Bitcoin, qui était, parce que c'était un prototype, relativement fort. L'impact environnemental des blockchains privées, des DLT, c'est quasiment rien, c'est quelques serveurs qui tournent de... L'impact environnemental des blockchains publiques, c'est peanuts. On m'avait posé la question, c'était assez amusant dans un pays étranger, de savoir s'il fallait arrêter la blockchain pour des raisons environnementales. La bonne réponse que j'avais fait en souriant, c'est que c'est complètement idéologique et que c'était de la même manière que certains pays posent la question de faut-il fermer les serveurs qui ont par exemple de la pornographie parce qu'eux aussi polluent. Ça reprend le truc sous le mauvais angle. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser sur ce qu'on vient de dire ou toute autre chose? Vous êtes évidemment libre. Oui. Bonjour. Pour un usage de la blockchain relatif aux crypto-monnaies, est-ce qu'un jour, celui qui aura le plus de valeur ou de richesse sera celui qui détiendra le plus de crypto-monnaies, ou alors c'est le mineur qui aura la plus grosse machine, entre guillemets? Et si oui, est-ce que vous pouvez dater ça? Est-ce que vous pouvez nous dire comment devenir millionnaire, s'il vous plaît? Qui est prêt à répondre? Je vais donner des éléments de réponse, peut-être. Peut-être faites-vous référence à ce qu'on appelle les whales, les baleines dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, on parle de whales pour désigner le fait qu'il y a des utilisateurs de crypto-monnaies qui sont souvent des utilisateurs historiques qui ont acquis, par exemple, du Bitcoin il y a 4-5 ans, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, donc c'est pas très longtemps. Je crois que j'ai commencé, le cours était à 400 €, il est monté à 17 000 entre-temps, 18 000 €, il est à 8 000 € aujourd'hui. Ceux qui ont commencé à miner du Bitcoin en 2010-2011 se sont évidemment attribués des quantités de Bitcoin qui à l'époque ne valaient quasiment rien, qui aujourd'hui représentent des millions, des centaines de millions. Et ce nombre d'acteurs est relativement restreint. Il y a un certain nombre d'acteurs, de propriétaires de ces crypto-monnaies, je parle de Bitcoin ici, mais cela existe ailleurs, mais ce débat autour des whales, de ces baleines, est un vrai débat, parce que ce sont des gens qui possèdent de telles quantités de monnaie, de ces monnaies, qui peuvent en manipuler le cours. Ça, c'est une réalité. Il y a une adresse qui, il y a quelques mois, a revendu... je ne sais plus combien de bitcoin, le cours s'est effondré de plusieurs centaines d'euros, la même adresse a racheté le même montant de bitcoin dans la nuit, quelques heures après. Gain, je crois que c'était 17 millions de dollars en quelques heures, quelque chose comme ça. D'accord? Donc il y a une question de manipulation du cours de la monnaie tout à fait possible effectivement par ces baleines, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont adressées à ces crypto-monnaies qui me paraissent plus ou moins bien fondé. Je suis assez d'accord avec mon collègue Fabien sur cette question de l'environnement qu'on se pose bizarrement pour ce sujet-là. Voilà, les lumières sont allumées toute la nuit dans plein d'endroits, on ne se pose pas forcément cette question-là. Bon, il y a un vrai enjeu effectivement de manipulation des cours. D'accord, il y a eu en 2017, on attribue la variation du cours à justement une baleine.
un utilisateur. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux détenir beaucoup de bitcoin ou être celui qui a la capacité de miner la plus forte? Le mineur est quand même toujours assujetti à cette évolution du cours. Il fait un pari. Celui que le cours du bitcoin ou de la crypto-monnaie va globalement augmenter. Et il prend un risque parce qu'effectivement aujourd'hui être mineur, c'est pas miner sur sa petite machine comme c'était il y a quelques années quand on parle des monnaies qui sont très en vue. Donc il prend un risque, donc après ça dépend de votre aversion au risque, j'ai envie de dire, si vous préférez détenir 100 millions de dollars ou détenir la possibilité d'avoir 100 millions de dollars un jour. Ça c'est très personnel. Je voudrais juste rajouter, je me permets Richard, sur les whales, il y a beaucoup d'idées reçues et je vous recommande vraiment la lecture. Il y a un article qui est paru je crois hier ou avant-hier dans Capital par Grégory Raymond qui expliquait qu'en fait les whales sont majoritairement un mirage. En fait, c'est pas parce que vous avez une adresse Bitcoin, par exemple, ou Ether, ou ce que vous voulez, qui aurait déstabilisé à un moment le cours à la hausse ou à la baisse, que c'est forcément un détenteur. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, c'est pas franchement le cas. Souvent, ce sont des exchanges qui vont avoir une adresse unique qui vont rediriger les flux. C'est pas forcément une personne, ça peut être d'autres types de personnes morales en l'occurrence. Donc c'est toujours un peu plus compliqué. Je pense que il y a une chose sur l'économie de la blockchain, si on peut dire ça comme ça, qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement aux monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies, elles ont un nombre limité. Il y a un nombre limité de bitcoin. Et ce nombre limité, 21 millions en l'occurrence pour le bitcoin, fait que l'économie, pour reprendre ce que tu disais, le minage va devoir devenir de plus en plus compliqué pour pouvoir craquer entre guillemets le code qui va permettre aux mineurs de gagner des bitcoins et puis au code de continuer à tourner. Donc je ne pense pas que ce soit le plus riche nécessairement qui soit celui étant dans la durée, qui soit celui qui aura demain le plus de crypto-monnaies sur laquelle il mine. Par contre, celui qui aura les plus grosses machines, lui, peut jouer. Et je pense que la bonne question, elle est plutôt sur les machines. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de buzz ces 15 derniers jours sur le sujet, sur les ordinateurs quantiques, qui sont majoritairement, pour le coup, du quantic washing, on va appeler ça comme ça. Mais, en l'occurrence, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que oui, techniquement, si vous aviez un ordinateur quantique réel et que vous l'appliquez aujourd'hui sur des technologies blockchain, alors probablement que vous arriveriez à craquer le truc, soit à détruire la blockchain, soit à jouer sur le minage et par conséquent à devenir très riche. Sauf que les algorithmes ont tendance à se complexifier de manière à peu près parallèle et symétrique à la croissance et à la réalité de l'ordinateur quantique, relativement loin d'exister tel qu'il est dans les films. Et par conséquent, je pense que la réalité est tout autre, c'est qu'en fait ça ne marchera pas. Et que donc parier sur les machines, c'est un fait. Vous arrivez avec plus d'argent, mais aujourd'hui, et on le voit dans les cas des États, c'est plutôt de la géopolitique de l'énergie d'un côté, parce qu'il y a des États qui jouent sur ça pour gagner de l'argent, et de la géopolitique des machines, même si c'est plus très long terme. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. C'est bien, ça commence à bouger. Merci. Moi, je voudrais savoir, j'ai deux questions en fait. Quels sont les prérequis pour une entreprise pour mettre en place un blockchain et quelles sont les étapes d'un projet blockchain? En fait, je vais vous dire, je reprends l'image du dauphin. La première chose, c'est regarder le cas d'usage. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est est-ce que la technologie blockchain, elle sert à quelque chose ou est-ce que c'est une blockchain washing? Première question. Il y a des cas d'usage où franchement ça coûte moins cher, ça marche mieux et tout le monde est content sans blockchain. Et nous, on est agnostique, on s'en fiche, quelle que soit la tech. On est capable d'avancer. Par conséquent, la première chose d'un projet blockchain quel qu'il soit, c'est de voir s'il est opportun. La deuxième chose, évidemment, c'est travailler généralement, après ça dépend, ça peut être une opération pour une entreprise de levée de fonds en crypto-monnaie, comme a pu faire certains corporates à l'étranger, ça peut être la mise en place d'une infrastructure, etc. Mais généralement, la première chose, après avoir attesté l'opportunité, c'est définir le modèle, définir la gouvernance.
définir les limites de cette gouvernance. Est-ce que vous pouvez vraiment être une blockchain publique, ou est-ce que parce que vous êtes dans un cas avec des informations stratégiques, même si vous pourriez crypter vos data avant de les mettre sur la blockchain, ce qui est généralement le cas par ailleurs, vous préférez pas le faire. Par conséquent, vous allez dessiner la gouvernance et ensuite vous allez décider de la technologie la plus opportune à mettre en place. Puis ensuite, dans la vraie vie, pour pouvoir avoir le go, quelle que soit l'entreprise, vous allez devoir faire beaucoup de pédagogie auprès de directeurs de l'innovation, parce que malheureusement ils ne sont pas, et c'est normal, on est sur une technologie émergente, ils n'ont pas tous nécessairement la compréhension de la chose. C'est vrai que c'est compliqué, en particulier sur des infrastructures publiques, d'être capable, si vous devez utiliser des crypto-monnaies pour faire fonctionner votre logiciel, c'est compliqué, ça a des impacts réglementaires, ça a des impacts logiciels, ça a des impacts financiers. Donc ils sont parfois très frileux. Donc il y a un gros travail de pédagogie à cet endroit. Et enfin, vous allez pouvoir développer des proof of concept, des premiers tests pour montrer que ça marche, que ça a une vraie valeur ajoutée, que c'est mieux, que c'est optimisé, avant de pouvoir l'industrialiser. Et ensuite, de pouvoir le mettre en production, et donc que ça existe. Mais pour moi, il y a beaucoup d'opportunités réelles, mais il y a aussi beaucoup de mirages. Et donc, c'est vrai que c'est aussi le travail des directeurs d'innovation, ils sont là pour ça, de savoir se faire accompagner, mais aussi accompagner les porteurs de tels projets pour voir s'ils sont vraiment opportuns et voir quelles sont les meilleures infrastructures. Et un dernier mot, aujourd'hui, quand on accompagne de tels projets, souvent, on va imaginer des choses, vous savez, c'est comme qu'au début d'Internet, on s'imaginait qu'on allait tout de suite pouvoir faire du streaming, tout de suite pouvoir faire... La technologie, elle n'est pas mature au point qu'on le souhaiterait. Et par conséquent, même si les choses vont beaucoup plus vite qu'on l'imagine, moi je me souviens pour certaines entreprises qu'on accompagne, on nous avait demandé dans combien de temps pensez-vous que l'achat d'espace, par exemple, si je reprends chez nous, on va être capable de les désintermédier. Il y a 3 ans, on disait oulala, horizon de 10 ans. Maintenant, quand on regarde, on n'a plus tout à fait ça. Les choses vont beaucoup plus vite. Mais néanmoins, il ne faut pas sauter dans les mirages, rester relativement conscient que c'est une technologie émergente, être un peu patient et commencer, à mon avis, par beaucoup de veille, beaucoup d'analyse des marchés avant de se lancer dans la technologie. Il faut la comprendre, il faut la dompter avant de pouvoir s'y lancer. Peut-être que tu peux... Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense aussi qu'il faut... Ça n'a d'intérêt que si l'entreprise est fortement décentralisée. Parce que une entreprise qui est déjà assez centralisée, la blockchain n'a aucun sens technique. Vous pouvez très bien le faire. S'il y a 2 intervenants, la blockchain ne sert à rien. C'est un EDI fait très bien les choses. Donc il faut des acteurs multiples, décentralisés, qui aient un intérêt, parce que la blockchain, c'est j'ai un registre, j'ai une feuille de papier, et quand je vais écrire sur cette feuille de papier, ça va mettre à jour la feuille de papier chez tous les porteurs du nœud. Et donc il faut qu'il y ait un intérêt à échanger dans un environnement fortement décentralisé. C'était la réflexion qu'on avait menée, nous, au départ, dans les tribunaux de commerce. Comme on est 134 décentralisés, ça avait du sens de le faire. C'était pas évident au départ. Je redis juste ça. La blockchain, c'est un registre. Je prends un livre de compte, et ce livre de compte, quand quelqu'un qui a les droits pour écrire sur le livre écrit, il met à jour le livre de compte chez tous les porteurs du nœud. Moi, c'est l'image que je prends toujours. C'est un livre qui est partagé, qui est dupliqué dans chacun des nœuds, et chaque fois que et ce livre, je peux écrire dessus, mais je ne peux pas faire disparaître une ligne. Je peux venir dire que la ligne 1 est non avenue et remplacée par la ligne 2, mais je ne peux pas faire disparaître la ligne 1. C'est un livre de compte. Et sur votre projet, ce qui est intéressant, c'est que l'infrastructure blockchain collait à votre infrastructure à vous décentralisée. Oui, alors. Et puis, il y a aussi une chose qui était importante, c'est qu'il y a eu un très gros travail de centralisation qui a été mené au sein des greffes des tribunaux de commerce pour pouvoir faire la diffusion en un lieu unique depuis les années 2000, et que, de fait, on a été obligé d'harmoniser nos modes de discussion entre nous, et qu'aujourd'hui, le gain de temps pour la mise en place d'une blockchain, parce que pour que les informations que je vais écrire sur mon registre soient lues et comprises par tous les autres détenteurs du code, du registre, il faut que chacun
comprennent ce que j'ai écrit. Et il faut que les codes soient uniformisés et partagés par tous, sinon c'est incompréhensible. Donc ce travail de centralisation, c'est un univers décentralisé, mais aussi quand même avec une certaine cohérence dans la communication entre les différents établissements ou les différentes sociétés du groupe, si on reste interne à une entreprise. Après, ça peut avoir un intérêt au niveau d'un écosystème économique où il y a plusieurs intervenants et pas uniquement d'une seule entreprise, mais d'un écosystème, d'une chaîne d'approvisionnement, etc. Là, ça peut avoir un intérêt. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour une question. Ah, je vois monsieur qui a levé la main, il a dégainé plus vite. Il nous reste vraiment 5 minutes parce que je crois qu'on a une contrainte sur les locaux, donc je vous laisse poser la question. Ma question s'adresse à Amélie Favreau. Je voudrais savoir si en France ou ailleurs, il y a déjà eu des cas où la justice a eu à se prononcer sur des litiges incluant des preuves apportées par la blockchain. Alors, il y a une décision récente en Chine, où justement la preuve par la blockchain a été admise par une juridiction du Sichuan. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai essayé d'avoir accès à cette décision chinoise, mais l'accessibilité était compliquée. Voilà. Après, donc ça c'est par les juridictions. D'un point de vue légal, autour de nous, on a quelques pays qui ont reconnu dans leur système juridique la preuve par la blockchain. Je pense notamment à un décret-loi italien qui est paru en février 2019. On a plusieurs autres exemples de cette preuve qui a fait son entrée dans les systèmes juridiques. Ma réserve est toujours la même, c'est-à-dire que pour l'Italie, sur le règlement européen que l'on appelle le règlement IDAS, il y a différents niveaux de signature qui permettent d'admettre une preuve et la blockchain, de par ses caractéristiques techniques qu'a décrites Richard précédemment, ne permet pas de rentrer dans ces 3 catégories du règlement IDAS tel qu'il est défini par les dispositions européennes. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire sur la preuve, mais peut-être pas de manière superficielle. Il faut peut-être repenser le système en fonction de cette technologie avec une réglementation ad hoc telle qu'elle a été pensée pour le système financier à travers l'émission de jetons. On n'a pas pris nos catégories juridiques qui existaient déjà sur des titres financiers, on n'a pas utilisé ce qui existait déjà pour des titres qui étaient cotés pour l'émission d'actifs cotés. On a créé un régime propre pour les jetons qui sont déployés sur une blockchain. Alors peut-être qu'on aurait à penser ce régime de la preuve propre pour une blockchain. Très bien, alors ça sera le mot de la fin. Je tenais tout de même à remercier nos intervenants d'avoir fait cet effort de pédagogie. Vous remercier d'être venus jusqu'à nous. Remercier évidemment l'équipe des GECO parce qu'il y a un énorme boulot de fait et à Piscille bien sûr de nous avoir accueillis.